Ok, du coup, allez, comme d'hab, nos exercices. Désolé pour la semaine dernière où j'ai dû les décaler. Mais comme d'hab, on continue le plus régulièrement possible malgré les différents aléas. Alright, donc on prend du scénario de type tendance, des exemples. Soit vous en avez à me donner, des trucs qui vous font chier dans vos traits perso ou des trucs que vous avez vu passer dans les différents groupes. On reste dans des contextes de tendance ou range tendance, donc comme on l'a dit, des structures alternatives éventuelles. Mais restons dans des billets de tendance. Est-ce qu'il y a des exemples probants ou est-ce que je tape au hasard Dites-moi. Ouais, salut Phil, tu m'entends? Salut, je t'entends. Alors, je sais pas s'ils t'entendront sur les replays, par contre. Euh, Bon, enfin, on verra. Je sais pas du tout, j'ai jamais eu le cas, donc on verra en replay si on t'entend ou pas. Non, mais c'était juste un test de toute façon, parce que c'est la première fois que j'essaye de parler sur le channel, là. Mais ça marche, super. Ça marche. Attends, peut-on optimiser l'entrée? Alors, sur un suivi de tendance moyenne. Le trait de la moyenne, tu veux dire? Comment? Ok, peut-on optimiser l'entrée au lieu de payer à l'aveugle? Jusqu'à présent, je me dis que chercher une troisième sur UT-3. No, no fucking way! No way! UT-3 réservé à de l'expérimenté. Et il faut être expérimenté chevronné, hein. Ah non, non, beaucoup trop risqué. Beaucoup trop risqué. Je vous autorise du coup à aller sur de l'UT-2 dans le seul et unique cas où vous avez une tendance sur l'UT primaire, donc une tendance de degré primaire, validée, confirmée. C'est comme ça que je vous permets de limiter le risque d'aller faire mumuse sur UT-2. Mais en aucun cas, moins 3. BANB, BAMB. Celui-là? Ou c'est BANB BT, BAM, qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, BAN BTC? Non, c'est ça, je pense, tu parles. Action suisse? Oui, sinon tu m'aurais mis USDT. Oui, et puis tendance mensuelle, ça a l'air d'être ça. Ok, d'accord. Ouf, boy. Ah, c'est plus de la tendance, ça. Ah là, on est quand même sur quelque chose de funky furieux, là. Tu dois voir les anomalies, ça. C'est. Alors, c'est. Il y a une structure de tendance, on est bien d'accord. Enfin, ne te mets pas à trader ça à la vente. Mais ça te paraît pas un peu excessif quand même? Donc c'est bien, on va faire cet exercice-là, ça c'est intéressant. Donc, on fait la base, ok? Donc, il y a bien ici le range mensuel, on a bien frappé les bornes, ok, très bien. Donc, le range est mature. Ici, on ne fait pas d'accumulation, on break tout de suite. Donc, rappel, on doit toujours breaker une trend line. Donc là, le breakout, il se met en place à peu près par là, à cette époque-là. Et la structure du range, c'est soit ça, soit ça. Ok, donc bref, le breakout, peu importe où tu le poses, il est forcément par là. Est-ce qu'on a les éléments de confirmation de ce breakout pour réduire le risque de se tromper? Parce que, alors, pardon, hop, toujours essayer de vous mettre en contexte. Donc, quand on est là, ok, quels sont les éléments techniques rationnels qu'on a pour justifier ou non de la tendance de cet actif? Prisme de lecture de la tendance, les 4 éléments. Bon, vous n'êtes pas nombreux, alors essayez de participer quand même. Sinon, je me sens bien seul. Ok, mais je veux les 4, hein. Donc, le cycle, on vérifie absolument toujours d'être sur la tendance primaire, c'est-à-dire il ne faut pas qu'il y ait une tendance en cours sur l'UT supérieur, ni un range mature, surtout au niveau du breakout, pour être bien sur le time frame le plus large. Bon, là, on l'a dit, trimestriel, on ne va pas faire des trades sur 30 ans, et puis l'indicateur, de toute façon, on ne peut pas le prendre en compte. Voilà, le range mature, donc ça c'est bon. Le positionnement des moyennes. Alors, sous les contextes, ça veut dire qu'il y a confirmation de la tendance. Donc là, à ce stade-là, au niveau du breakout, le breakout, rappel du cours, alors je vais les refaire, hein, les cours DTL, qui seront bien mieux, je pense, avec les présis. Mais donc, rappel de l'essentiel à vous rappeler, le breakout, c'est le point de bascule entre la structure de range et l'émergence de la tendance. Donc, le breakout, c'est un trade spéculatif dans lequel on émet l'assumption qu'on va entrer en tendance. Mais on ne sait pas encore, donc il est normal que les éléments
de validation et de confirmation arrive après. Autrement dit, au breakout, on réduit le risque de se manger, mais on ne sait pas. D'accord ? L'incertitude, elle doit rester palpable. Il n'y a pas de certitude de l'émergence d'une tendance au niveau du breakout. Il y a des hypothèses. Donc on utilise des réductions du risque qui généralement arrivent après et qui viennent confirmer l'existence de la tendance. Quels sont ces éléments ? Qu'est-ce qui confirme le fait qu'un breakout s'est bien produit ? Ou en tout cas, quels sont les éléments techniques, fiables, rationnels, non subjectifs, qui vous confirmeront le fait que ça a bien breaké et qu'on est donc bien en train d'entrer en tendance. Voilà. Donc, normalement, vous verrez la cassure de cycle qui confirme bien le fait qu'on a destroy une des deux contreparties, celle qui s'oppose à vous. Donc, les vendeurs, ils auraient dû vendre, ça ne vend pas, donc, très bon. On voit quoi d'autre ? Donc, effectivement, la cassure de cycle. Mais il y a d'autres trucs. Alors oui, les ratios 1 pour 1. Donc comme on l'a dit ici, moi je tracerais ça comme range, hein, c'est-à-dire je dirais le canal, et c'est à peu près par là qu'on break. Voilà, donc cassure d'une trendline ou de la structure de range. Donc là, moi j'aurais pris la parallèle, donc c'est par là que ça casse. Qu'est-ce que vous devez voir d'autre ? Enfin, devez. Quels sont les éléments qui vous rassurent dans le fait que vous êtes dans le bon truc ? La cassure d'une troisième borne, oui. Donc, c'est-à-dire faut bien casser ça derrière. Hein, faut pas rejeter sur cette zone. D'accord ? C'est-à-dire que le niveau de breakout, je l'ai toujours dit, il est très difficile à matérialiser parce que ce niveau de breakout, vous le voyez par la cassure des contextes. Après, les contextes, c'est ni plus ni moins que le traçage automatique de ces canaux. Hein. Donc, c'est de dire, si vous tracez le bordel à la main, là, le contexte, il a été un peu plus sensible. Donc, vous devez voir les contextes se faire casser. Ou alors, vous tracez votre canot à la main pour ceux qui n'ont pas les outils. Okay, mais il faut casser la structure de range. Donc, soit vous tracez vos parallèles, soit vous utilisez les indices qui, là, vous disent que c'est par là. OK. Donc, on casse les contextes. Autre élément. Donc, on l'a vu, la cassure des cycles. C'est des éléments de confirmation. Donc là, si on dit qu'on a cassé par là, bah, il faut reporter le range pour valider, confirmer. Donc là, il n'y a pas d'accumulation. Donc c'est de dire, j'ai même du mal à savoir qu'est-ce qu'il faut reporter comme range là-dedans. Moi, à défaut, je dirais que ce breakout, il sera confirmé quand on aura reporté tout ça, quoi. Parce que là, j'ai même pas de niveau d'accélération fiable. Je sais que ça a breaké par là, je prendrai la troisième comme un niveau et je me dirais, bah, pas d'accumulation égale, j'applique pas le suivi de tendance tant qu'on n'a pas tapé 160. C'est un peu sale, oui, mais tu dois regarder les éléments qui réduisent ton risque. Voilà. Le problème que vous avez souvent avec le niveau de breakout, c'est que vous voulez une réponse. Ça te rappelle, Fred ? Donc, vous voulez une réponse précise. Il faut que pour vous, dans votre tête, ce soit noir, blanc, bref, le niveau de breakout, c'est un niveau précis. Et non, c'est souvent une confluence d'éléments techniques, mais d'éléments techniques rationnels. C'est le moment où on doit péter vos contextes, c'est le moment où vous devez voir les cassures de cycle, c'est le moment où normalement les cycles vendeurs ne répondent plus. Ok ? Donc là, malheureusement, on est dans un des cas où, franchement, j'avoue que j'aurais moi-même du mal à définir précisément le niveau de la cassure. En l'absence de, eh ben, vous prenez la troisième, le point bas, avec les clôtures. Donc là, on se mettra en trimestriel. Voilà, moi je dirais, je mettrais ça comme niveau de cassure, à défaut d'avoir mieux, hein. D'accord ? C'est de dire, prenez des repères. Quand on ne sait pas, on ne fait pas à l'arrache. On prend des repères, et même si c'est pas parfait, ben dans ce cas-là, par exemple, on est moins agressif sur la taille de la position, etc. Mais moi je dirais à défaut, je prendrais la troisième, ça pour le plus bas, bref, je reporte ça au-dessus, quoi. Ok ? Moi je me dirais, à défaut de savoir, placer le niveau de breakout, je me prendrais un truc comme ça et je me dirais, ok, dès qu'on atteint ça, voilà, les fameux donc 160, 170, dès que j'atteins cette zone, vu que je manque de précision, je ne vais pas être trop précis sur ces niveaux. De toute façon, validation et confirmation, vous ne réalisez aucune action dessus. C'est juste un niveau qui confirme l'état de fait que le marché a bien accéléré, qu'il a bien décidé de sortir du range et que donc à partir de là, vous pouvez vous mettre à acheter les replis. Ça sert qu'à ça, hein, les niveaux de validation et confirmation. Donc là, on mettrait par exemple confirmation par là, pas de validation parce que du coup, on n'a pas eu d'accumulation quelconque. Ok ? Mais retenez qu'à ce stade-là, que vous ayez payé là, ou que vous payez maintenant, on s'en fout un peu, d'accord ? Le but d'un breakout, c'est qu'il y a un taux d'échec qui est pris en compte dans la gestion du risque et dans les ratios risque-rendement,
qui fait que normalement vous gagnerez plus quand ça va marcher, beaucoup plus que les fois où ça va pas marcher. Mais ça veut pas dire que ce marché là, par exemple, il va pas bam vous rejeter et puis aller vous péter le stop loss derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plein de cas de figure où ça va faire ça. Il faut pas que vous ayez peur des breakouts. Au breakout, on prend un risque, puisqu'on prend le risque de spéculer sur le fait qu'on va sortir d'un range et installer une tendance. Mais à l'instant du breakout, vous n'en savez rien. Si vous attendez de le savoir, vous ne traderez jamais les breakouts. Mais c'est pas grave. Si ça vous fait trop peur, le breakout, vous attendez qu'il soit confirmé et vous faites des suivis de tendance. Moi, j'ai rien contre ça. Hein. Si le breakout, ça vous terrifie, ne le faites pas. Mais je pense qu'il faut arriver à vous relâcher de ça. D'accord ? C'est de dire, n'ayez pas peur. Certaines tendances échouent et vous prendrez des stop-loss. C'est pas grave. C'est bien plus rentable de tenter les breakouts quand vous avez les gestions du risque pour le faire que de ne pas le faire. Mais si ça doit vous empêcher de dormir, il vaut mieux dormir. Ok ? Est-ce que expliquer comme ça vous paraît mieux ou pas ? Ok ? Là, on est effectivement dans un cas de figure où il y a pas mal de zones d'ombre. Enfin, d'ombre. Effectivement, la précision du niveau de breakout ici, c'est pas génial. Mais est-ce qu'on a au moins les éléments de réduction du risque ? Moi, je trouve que oui. Je vois bien ici que ça casse des cycles. J'ai mes breakouts, donc technique. Je dirais, je ne sais pas exactement où placer le niveau de breakout. Donc, à défaut, je vais essayer d'être tranquillou sur le suivi de tendance et je vais prendre un vrai niveau de confirmation le plus loin possible. Je réduis mon risque. Ça veut dire qu'au pire, si jamais on était confirmé là et qu'il y avait potentiellement un premier suivi de tendance ici, je ne le traderai pas, celui-là. Mais est-ce que c'est grave ? Au pire, ce que je risque, c'est que je vais rater un suivi de tendance. Rater un truc, c'est pas grave. Ce qui m'importe, c'est que vous respectiez un maximum les règles, et dès que ça sombre dans les zones d'ombre et dans l'incertitude, au lieu d'augmenter la prise de risque pour forcer des trades, vous réduisez. Si vous avez ce réflexe-là, c'est-à-dire que quand ça devient bruyant, vous tradez moins ou vous tradez moins fort. Et ça, je vous jure que ça vous sauvera la vie. Ça vous fera chier 99% du temps de dire « Ah, j'aurais pu trader ça, du coup j'ai raté des opportunités ». Je vous jure que si vous apprenez à réduire votre risque quand il y a de l'incertitude au lieu de faire l'inverse, vous aurez l'impression que c'est pas rentable et de dire « Putain, j'aurais dû être plus agressif ». Et le jour où ça va vous péter 30% du compte parce que vous aurez été agressif pour rien, vous direz « Putain, j'aurais dû pas être agressif ». Mais l'un dans l'autre, d'accord ? Avoir ce réflexe d'agressivité quand les informations manquent ou sont plus contradictoires, c'est l'inverse de ce qu'il faut faire. Et pourtant, quand je vous le dis là, vous allez dire « oui, c'est logique ». Et pourtant, vous verrez que tout seul, vous ferez l'inverse. Quand vous êtes confronté à ces situations-là, vous forcez les trades. Il faut surtout vous conditionner à faire l'inverse. Dans quel exemple ? Là, c'est plus de dire, ok ? Considérez ça comme une zone de breakout. C'est de dire, donc, vous savez que le stop loss est là. Vous savez que de toute façon, la confirmation, c'est pas le TP, hein ? On est d'accord. Vous savez que tous les trades en tendance génèrent des ratios risque-rendement de 1 pour 3 à 1 pour 5 à peu près. Donc vous savez que si vous visez ça, théoriquement, c'est que ce truc-là devrait quand même déplacer les prix au moins jusqu'à 200 et des poussières. Et normalement, vous devriez gagner, voilà. Donc c'est sûr que si vous vous dites « Ah je vais rentrer mon trade en breakout ici », bon, c'est peut-être un peu loin, quoi. Voilà. Mais je dirais, tant que vous tradez proche de 100 ici, ça va. Et même si vous payez 116, ça va réduire votre ratio risque-rendement puisque vous payez plus cher. Donc la distance relative au stop loss est plus grande et elle réduit aussi de facto votre distance au TP. Mais est-ce qu'il faut y aller quand même ? Oui. C'est juste de dire que si vous avez bouffé, prenez-le comme ça, votre stop est là, votre validation est là. Si vous tradez à 70% du ratio stop confirmation, là vous êtes franchement super méga late. Là ça vaut peut-être le coup de dire tant pis, j'ai raté le breakout, j'attends que ça confirme et je prendrai le suivi de tendance. Est-ce que comme ça vous paraît plus logique ? Salut Phil, ma question c'était plutôt est-ce que dans ces activités pratiques, on pourrait voir de temps en temps comment configurer les alertes sur TradingView, soit avec l'alerte classique ou l'alerte de Pro Framework, parce que des fois c'est un petit peu difficile pour nous de se dire comment on utilise l'outil, tu vois.
Très bien, très bien. On va le faire. Donc là, c'est plus de dire que par rapport aux questions qui avaient été posées, je sentais que l'incertitude allait se placer sur ce niveau de breakout, etc. Et en plus, c'est le dernier truc qu'on a géré avec Fred dans le dernier cours. Donc c'est pour ça que ça a résonné et je me suis dit que ça pourrait servir à tout le monde. Mais si c'est pas la question, on recadre. Donc bref, dans ce cas de figure-là, donc est-ce que le breakout a toutes les gestions du risque technique pour le prendre? Franchement, oui. Hein. Cassure de cycle, cassure du trend sine wave. On voit bien ici, même si le niveau de breakout n'est pas parfait et que c'est pas génial, la moyenne est en train de se recourber à l'achat et on a démontasse les contextes vendeurs. Donc c'est parfait, ça ici, il ne faut pas hésiter à payer. Évidemment, il ne faut pas acheter à 150$, mais voilà, bref. Donc on se positionne ici, ou au pire, si là vous estimez que c'est trop tard, vous mettez un ordre à 100$ en espérant qu'il y ait une petite mèche ou un truc qui vienne vous chercher, par exemple. Bon, bref, là, ici, vous vous démerdez de conditionner vos gestions. OK? Voilà, là, par exemple, tu vois, tu aurais été pris à 102, tranquille. Voilà. Hop. On a décidé, donc, comme on l'avait dit, qu'on était flexible sur la zone de confirmation. Donc là, bah, c'est à toi de voir si tu as envie de commencer à appliquer le suivi de tendance ou si tu es un peu patience. Ok, moi je pense que là, il y a un premier suivi de tendance à prendre. Maintenant, c'est de la gestion du risque personnel. Ok, bon, là, du coup, on dépasse ton niveau de confirmation. Oh boy, là, tu dois te dire, ah ouais, c'est funky déjà comme truc. Mais bon, pour l'instant, il n'y a rien d'anormal. Hein. Ça, c'est la structure classique de ce que vous verrez dans un breakout, tout ce qu'il y a de plus normal. Premier suivi de tendance, égal là, il y a peut-être le deuxième qui va arriver, et vous l'attendez sagement. Là, vous mettez vos alertes sur la moyenne 20. Donc là, premier truc, tu parlais de mise en place du système d'alerte. Donc là, bah, tu vas en daily, et tu mets une alerte sur la moyenne. Puisque là, donc, tu connais ton contexte, c'est une tendance, elle est validée, confirmée. Tu sais que tu as déjà fait ton premier suivi de tendance, ici. Ah bah tiens, d'ailleurs, elle n'a pas été tapée, la moyenne. C'est étrange. Ah mais si, elle a été tapée là. Voilà. Donc là, boum, premier suivi de tendance, ici. Ok, tu vois que le suivi de tendance, c'est pas toujours j'achète tout en bas. Hein. Donc, premier Attends, suivi... t'es en dessous du niveau de confirmation, là, Phil. Tu peux pas faire du suivi de tendance. Si, on a dit tout à l'heure, le niveau de Ah oui, confirmation, d'accord. Ok. il est un peu volatile et un peu arbitraire, donc on n'est pas Yes. trop serré du cul. Maintenant, si tu veux pas prendre celui-là, je t'ai dit, c'est un choix personnel, je te critiquerai jamais si tu dis, non, pour moi, c'est pas assez. On est dans la nuance de gris qui peut tout à fait être acceptable entre la personne A et la personne B. Ok ? Yes, compris. Il n'y a aucun souci là-dedans. Moi, je veux que vous respectiez les règles, surtout pas d'erreur sur la contextualisation, ni la maturité. Donc ici, premier suivi de tendance, est-ce que tu le trades ou tu le trades pas ? Pas grave. Je t'en tiendrai pas rigueur si tu dis non, moi je le traderai. Donc tu achètes ici, tu attends qu'on sorte de la zone, tu as 2 trades de suivi de tendance, l'achat de la moyenne ou la cassure de la troisième borne ici. Ça marche ? Ouais. Ok, rien de plus compliqué que ça. Donc, tu as les deux. Donc, soit ici, tu mets qu'1%, puis après, tête bien étendue, tu mets un deuxième % ici, ou peu importe. Ok. Surtout pas les mettre à break-even. Les stop-loss restent sous le point bas de cette zone. Et on attend que ça sorte de la zone de prix. Ok. Ici, on est sorti de la zone de prix. On a bien installé de la valeur. On a tenu les clôtures. Bref, deuxième suivi de tendance à venir. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Tu remets une alerte sur la moyenne. Ok ? Ouais. Ou dans ce cas-là, alors tu as 2 alertes à mettre ici. Tu peux faire, donc puisque tu as vu, tu peux custom dans Pro Alert. Donc soyons malins. Pour le suivi de tendance, tu as 2 options principales. La troisième étant le squeeze de la troisième borne, c'est-à-dire faire un nouveau plus haut. Donc dans ce cas-là, le premier, c'est je retourne sur la moyenne du T-contexte. Donc là, par exemple, ça ferait below moving average, contexte. C'est ma première option. Si on tape la moyenne, ça m'intéresse. OK ? Yes. Deuxième option, on a dit, ce qui peut m'intéresser, c'est si on renverse le contexte. Dans ce cas-là, je vais avoir une troisième borne. Si on revient chercher mon contexte à la vente, j'ai probablement une troisième borne. Je la trade pas, on est d'accord, mais elle me permettra de positionner le niveau qui me dira que je la casse. D'accord ? Mes 2 options de suivi de tendance. Donc, sois malin. Si tu maîtrises bien tes outils et que tu comprends comment ils fonctionnent, tu peux faire ce que tu veux. Là, ici, tu as la possibilité de mettre 4 options. Donc, la première, c'est facile, c'est juste une moyenne. La deuxième, c'est je renverse, puis je rebondis sur un contexte vendeur, et après, je casse. Est-ce qu'on peut essayer de foutre ça dans Pro Alert ? Ouais, j'imagine que oui, mais je t'avoue que moi, je ne l'ai pas encore utilisé pour Alert. Oui, on peut. Alors, le problème, d'ailleurs, putain, c'est qu'il faut que je le mette à jour, parce que l'algo de contexte, je l'ai mis à jour, et j'ai pas mis à jour Pro Alert. Grosse connerie de ma part. Je vais m'entacher de faire ça vite. Je le note, mais je viens juste de le saisir. Et là, c'est moi qui suis débile. C'est une grosse erreur.
Parce que là, vous risquez d'avoir des alertes différentes de ProAlert, parce que c'est pas le même algo de framework qui est dedans. Et ça, c'est mes erreurs à moi, pas à vous. Ça, c'est à moi de penser à ça, et là, j'ai fait une connerie. Donc, mettre à jour. Alerts. Texte. Comment on dit outdated en français? Dépassé, périmé. Contexte périmé. Ok. À faire tout à l'heure. Donc, je vous mets un ProAlert version 1.6 dès que possible. Mais bon, bref. Donc, d'un point de vue applicatif pur et dur. Ici, ben, tu ferais une condition séquencée. D'accord? Donc, c'est 1 et... putain, ce serait lequel? Ah bah putain, celui-là, il est pas fait. Ce serait end, then, then. Et il y est pas dedans, celui-là. Tu vois, donc il faudrait que je le fasse. Rajouter séquençage end, then, then. Okay. Ça peut paraître un peu compliqué, hein, les gars, mais je suis désolé, hein, c'est les limitations de TradingView. Je vous rassure que quand j'aurais pu faire l'algo correctement, tout ce merdier, ce sera hyper facile à faire. Et mais justement, c'était l'objectif, tu vois, des fois de profiter de ces sessions pour faire un peu de ouais, non, mais passage, t'as raison. Moi, je m'adapte à ce que vous voulez, les gars. Hein. C'est les sessions d'exercice, en soi, c'est vous qui les pilotez. C'est hyper intéressant comme requête. Mais bon, voilà, pour te faire toute l'histoire, hein, donc si à terme, on veut créer carrément une plateforme, c'est de dire que TradingView me fout tellement de limites que ça, c'est le mieux que j'ai pu faire dans TradingView. Et c'est clairement pas parfait. Donc, imaginons qu'ici, j'ai pu vous mettre le séquençage 1 plus 2, puis 3, puis 4. D'accord? Donc, 1, c'est la moyenne. 2, ce serait, d'abord, je renverse les contextes. D'accord? Donc, ce serait channel, il est où? Channel is falling. C'est-à-dire, je veux d'abord casser le canal. OK? Ouais. On est d'accord? Sur le contexte, sur l'UT de contexte, donc je veux renverser mon canal de contexte. OK? Puis je veux valider la troisième borne, donc je veux que le prix soit below support channel, trend channel. D'accord? Donc je veux d'abord qu'on renverse le contexte. OK? Puis je veux qu'on revienne chercher le canal de tendance. Non, attends, je dis des conneries. Tu veux être dans le contexte, non? Je veux qu'on renverse le contexte. Voilà. Donc, d'abord, il faut renverser le contexte. Ensuite, il faut revenir chercher le contexte vendeur. T'as raison. Donc, après, c'est inside resistance channel. Donc, inside res channel contexte. Et enfin, donc, below support channel sur le trend channel. À ce moment-là, je sais que ma troisième borne est validée. Donc, je vais recevoir mon alerte qui va me dire « Ok, j'ai une troisième borne en place, elle est validée, je peux mettre un ordre stop achat. » Une limite, la première condition, celle du below moving average, c'est soit tu veux le moving average, soit tu veux après... Oui. Si toi, par exemple, t'aimes pas l'achat de la moyenne, je te force pas, je te donne mes patterns, je t'oblige pas à les manger. si ça te va pas et que tu préfères attendre la formation de la troisième borne, aucun souci. OK? Et dans tes séquences, tu as là aujourd'hui là, moi, un truc comme ça, oui. Là, s'il se replie sur la moyenne, je peux te dire que j'hésiterai pas 2 secondes. Hein. Oui, dans tes trigger logiques, là, parce que tu parlais du fait qu'il manquait le zen, je sais pas quoi. Ah oui, en fait, là, ce qu'il te faudrait, donc, si tu voulais vraiment coder ça, ce qu'il te faudrait comme truc... Parce que là, tu peux avoir la condition 1 ou condition 2, 3 et 4. Voilà, c'est ça, exactement. Oui, c'est pas N en plus, c'est OR. Putain, c'est moi qui ai dit n'importe quoi. OR, voilà. Je pense que tu l'as déjà, celle-là, du coup. Hein. Le séquençage logique, non. Tu l'as pas, celle-là? Non, j'ai fait then, and, or, ou then, or, then, c'est-à-dire tu as 2 séquences opposées l'une à l'autre. Là, il faut une séquence une séquence unique opposée à 3 séquences qui se suivent. Et c'est le seul modèle qu'il n'y a pas. Mais j'ai déjà les logiques, donc le faire, c'est très facile. Tu vois, c'est juste que je sais même pas pourquoi je l'ai pas mis dedans, hein, mais ça me prendra 2 secondes à coder. Donc cet après-midi, je vous fais une mise à jour de ProAlert. Enfin, si j'ai le temps, parce que les journées passent vite.
Et Euh, du coup, Phil, pour le breakout, pour pouvoir avoir une alerte sur un niveau de breakout, c'est pareil. En fait, on peut mettre 3 conditions qui sont la cassure d'un niveau de troisième borne, la cassure d'une trendline. Tu vois, pour le breakout, je le trouve beaucoup plus compliqué à setup Ah, tu voulais. l'alerte. Ah, ok, c'était ça ta question. Ok, j'avais mal compris. Donc, on revient ici. On se remet sur le niveau de breakout, puisque c'était ça, en fait, que tu voulais. Et c'est moi qui ai mal compris. Donc, ici, par exemple, en temps réel, ton range est mature. Ok, là, tu le vois, hein. 1, 2, Ouais, ouais. 3, 4. Ok. Donc, tu as tes 4 bornes. Ok. Jusque-là, donc, tu te dis, ah, qu'est-ce que je pourrais mettre comme alerte pour le breakout? Essaie de réfléchir. Moi, je veux que tu sois proactif. Il n'y a pas il y a pas une seule solution. C'est juste, si tu comprends intelligemment les outils que tu utilises, normalement, tu Déjà, il y en dois a un trouver. évident, c'est la cassure du contexte. Ouais, ça, c'est une des premières alertes. Si je commence à clôturer au-dessus du contexte, c'est que je cherche peut-être à sortir du range. Un deuxième truc que tu pourrais mettre, est-ce qu'il y a des breakouts? Mais je crois que ça, il n'y a pas encore dedans. Je suis désolé, les gars, je fais ce que je peux avec ce Non, mais il n'y a pas putain de problème, Phil. d'outil de merde qu'est TradingView. Et le jour où j'aurais pu vous créer le truc que je veux, je te garantis que tu te poseras pas de questions sur comment je programme le truc et tu pourras même programmer tes trades, hein. C'est-à-dire que tu pourras Déjà, dire, c'est énorme, s'il hein, le s'est travail passé déjà. ça, ça, ça et ça, dans ce cas-là, boum, positionne-moi le trade en stop avec un stop loss ici. Et tu vois, tout ça, tu pourras le séquencer automatiquement. Tu pourras même dire à l'algo quel trade tu veux prendre avec quelle taille de position relative à la taille du canal de tendance. Bref, il pourra tout faire à ta place. Alors qu'aujourd'hui, au mieux, tu peux programmer une alerte. Ah, mais t'inquiète, t'inquiète, Phil, no stress. C'est déjà énorme, hein. Ah oui, 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 je sais. Mais bon, voilà, et moi, j'ai vraiment une vision long terme sur ces trucs-là. Mais tu vois, si j'étais magicien, je te rassure que si je savais coder, ça ferait déjà 4 ans que je serais en train de faire ça. Mais là, on est sur des niveaux de dev que j'ai pas, quoi. Tu vois, faire Mumuse avec des séquences logiques et avec un langage booléen, je sais faire. Apprendre à faire Mumuse avec deux trois fonctions, etc., je sais faire. Mais coder, c'est pas mon métier, quoi. Enfin, le niveau de dev qu'il faut pour faire l'outil dont je parle, moi, j'ai pas ça. Ouais, bah, c'est refaire un TradingView quasiment. Donc, Voilà, mais moi, ça tiendrait qu'à moi, voilà, je l'aurais fait. Après, il y a d'autres façons, hein, tu sais, je pourrais mettre la main à la pâte, sortir 200 000 balles, payer des devs, et voilà. C'est ouais. pas l'approche que j'ai, voilà, c'est plus de dire, moi, la thune que j'ai, elle me sert à capitaliser pour mon avenir, donc, tu vois, j'y vais doucement, j'accumule, etc. J'ai pas envie, là, de me sortir et de m'investir dans un machin en sortant 300 000 balles, en prenant un crédit, en montant une société, en financiarisant le truc, parce que ça me force à faire un truc que je veux pas faire. Parce que si je fais ça, j'ai des collègues qui l'ont fait, hein, donc je connais l'histoire des autres et j'ai pas du tout envie de finir dans ce même truc. Voilà, si je commence à financiariser le bordel, c'est-à-dire mettre du crédit, mettre de la dette pour dépenser, etc., j'aurai peut-être l'outil dont je rêve, mais je vais perdre un truc qui est hyper important, c'est mon indépendance. Ouais, puis la passion du truc, tu vois. Aujourd'hui, tu Oui, fais ça oui, par oui, passion, voilà. quoi. J'aurai peut-être l'outil dont je rêve depuis 10 ans, mais la façon avec laquelle je vais l'avoir, ça va probablement pas se passer aussi bien que prévu. C'est-à-dire derrière, bah, un truc financier, ça veut dire qu'il y a des comptes à faire, il faut faire des bénéfices, donc il va falloir que je me force à faire de la pub que j'ai pas envie de faire ou des trucs comme ça. Alors que si j'y vais tout doux, voilà, ça se fait à ma façon ou ça se fait pas, voilà. Mais bon, enfin, a priori, ça se fera, c'est qu'une question de temps. Moi, j'ai confiance, voilà. Et puis si ça se fait pas, bah tant pis, hein, voilà. Ça m'empêche pas de trader, hein. Moi je m'en sors très bien aujourd'hui. C'est juste que je traderais bien mieux si j'avais cet outil. Mais je peux malheureusement pas le faire tomber du ciel. Bref, aujourd'hui il faut faire avec ça. Ok, donc c'est une solution temporaire, elle est scalée, elle est pas parfaite, je fais ce que je peux. Mais en attendant, c'est déjà quand même pas mal. Ça vous permet de créer des séquences multiconditionnelles qui vous permettent d'être alerté. Voilà. Et n'oubliez pas que normalement, si vous tradez swing, d'accord, c'est-à-dire sur des time frames relativement larges, si vous voulez ce type de truc, tenez un putain de journal de trading. C'est la base. C'est de dire, si vous tradez en hebdo, d'accord, théoriquement, si vous avez une liste de 100 actifs, ça prend combien de temps de passer par 100 graphiques une fois par semaine? Pas grand-chose, surtout si vous savez ce que vous devez voir sur chacun de ces graphiques. Donc pour moi, la meilleure des solutions, qui n'est pas du tout optimale, puisque je vous dis, la meilleure des solutions serait de pouvoir coder vos stratégies intégralement avec leur gestion du risque, mais en attendant, un petit cahier, un stylo, ça fait bien le taf, hein. Ou des screenshots, enfin je sais pas, mais si vous en êtes à ce stade-là, c'est-à-dire que vous commencez à maîtriser sans problème la stratégie, mais que vous voulez séquencer un petit peu plus, ordonner votre organisation dans le trading.
C'est ça, en fait. Si je saisis bien, t'en es là, quoi. Ouais, c'est ça. L'idée, en fait, c'est de pouvoir être averti quand Ok. on arrive sur des patterns, tu vois. Alors, il y a plein de bonnes solutions par rapport à ça. Donc, soit tu as des journaux de trading en ligne qui se connectent directement à ton broker et qui te permettent donc de voir les trades que tu as en cours, etc., de les suivre, d'annoter certains trucs, etc. Il y a certains de ces trucs qui sont hyper bien faits. Bon, à ma connaissance aujourd'hui, il n'y en a pas un qui le fait correctement sur les actions et les cryptos, etc. Il y en a qui le font très bien sur les cryptos, très bien sur les actions. Fait chier, mais c'est comme ça. En gratos, de mémoire, tu as Zone Bourse qui peut éventuellement faire les deux, je pense, et qui te permet de créer un journal de trading pas trop pourri et éventuellement de se connecter à certains brokers. Mais je suis pas sûr, encore une fois, je pense que les fonctionnalités avancées vont être payantes, etc. C'est super, mais pas les cryptos. Hein? C'est Si, super, Zone Bourse, mais pas les cryptos. ils ont pas mis les cryptos. Bon, ils déconnent. Bah, ils vont probablement le faire. Mais voilà, moi, de mémoire gratuit, je sais que Zone Bourse, ça travaille bien, il me semble. Voilà. De toute façon, c'est presque deux choses. Le suivi du trade que tu as pris versus avoir des alertes sur des patterns qui potentiellement Oui, peuvent déclencher en des fait, trades. les alertes, ça reste de dire, euh, 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 tu peux très bien. Alors, la plupart des alertes qui conditionnent une action sont des alertes uniques. C'est-à-dire, normalement, le séquençage, c'est ce qui te permet de matérialiser dans une alerte une séquence. Comme ça, tu n'as pas besoin de te souvenir du séquençage. En gros, l'algo gère le séquençage à ta place. Jusque-là, je t'ai pas perdu ou pas? Ouais, ah ouais, non, c'est Ok. clair. Mais dans tous les cas, une séquence, ça reste une suite d'informations. C'est-à-dire, par exemple, il se passe ça, puis ça, puis ça, puis ça. Si tu prends dans ton journal de trading et que tu mets, voilà l'analyse que j'ai aujourd'hui, par exemple, sur BAMB. Et tu vas dire, bah là, j'ai mon range mature, j'attends une cassure de ci ou une cassure de ça. Tu mets une alerte sur le premier niveau qui pourrait déclencher. Par Oui, puis exemple, après, tu enregistres l'information, quoi. Ouais. voilà, et quand ton alerte se déclenche, tu sais qu'il faut aller voir ce truc-là, et sinon, toutes les semaines, d'accord, tu prends ton journal de trading et tu passes un par un les différents Tu dépiles, actifs quoi. pour voir s'il y a une mise à jour à faire ou pas. Une seconde. Euh, Ah, merde. Ok. Désolé. Attendez. Hop. C'est peut-être important. Ok. Pardon. Du coup, est-ce que c'est bon pour répondre à cette question? Donc, pour l'instant, c'est Super clair, imparfait. merci Phil. Ouais. J'aimerais faire mieux, mais apprenez à séquencer votre truc. C'est-à-dire que soyez un peu curieux. C'est une bonne question parce que je te dis, je peux t'orienter directement et te faire gagner un peu de temps. Les meilleures solutions aujourd'hui sont soit effectivement tu utilises ProAlert et son séquençage imparfait, soit tu séquences toi-même ton travail. C'est-à-dire que tu mets des alertes et à l'intérieur de l'alerte, par exemple, là, si tu dis je mets une alerte de niveau, tu vois, par exemple. Bon, le mieux, c'est toujours d'utiliser l'indic parce que l'indicateur, il est dynamique. Donc là, par exemple, tu ferais Pro Framework. Non, Taras, c'est pas ça que je voulais faire. Bordel. Ah oui, non, c'est moi qui fais de la merde. Donc tu fais ça, mais il n'y avait pas add alerte. Bon, pas grave, tu fais alerte. Ah oui, ok, je suis con. Voilà pourquoi ça marche pas. Mais bon, ici, en gros, tu vas faire alerte, BAMB, crossing, framework, contexte 13 up, en clôture, par exemple. Ça va t'alerter la première fois qu'on clôture au-dessus du contexte. Voilà. Tu peux faire comme ça et utiliser dans ce cas-là ça comme un journal de trading. Tu vas mettre première clôture au-dessus du contexte, quelle est l'étape suivante, regarder viabilité d'un breakout ou non, par exemple. Et dans ce cas-là, tu récoltes la gestion. Ouais. Voilà, tu récoltes la gestion du risque, mais comme ça, quand l'alerte se déclenche, tu sais que tu peux la remettre en contexte et retrouver ton journal de trading. Moi, je fonctionne principalement comme ça. À défaut d'avoir mieux aujourd'hui. Et quand je veux vraiment programmer un séquençage, j'utilise ProAlert. Voilà. Moi, je fonctionne comme ça. Le journal de trading, je l'ai fait il y a des années. C'est très bien et ça m'a vachement aidé. Bon, aujourd'hui, ça me fait chier. Franchement, c'est du temps. Enfin, ça me prend beaucoup de temps, alors que noter vite fait 2-3 conneries, en sachant qu'en général, quand je joue un graphique, je sais tout de suite où j'en suis. Tu vois, je retrouve vite mes marques. Moi, c'est devenu des automatismes, quoi. Donc, tout journaliser, prendre le temps d'expliquer toute la stratégie où j'en suis, etc. Bon, voilà. Ça me vaut de faire des conneries une fois de temps en temps, hein, je ne veux pas te mentir. Mais aujourd'hui, je m'en fous. Enfin, tu vois, c'est de dire, faire des erreurs dans la gestion, moi, ça me fait plus peur, quoi. Voilà, je veux dire, j'ai pas peur, je sais que je gagne de l'argent à la fin, et au pire, si je fais une connerie, c'est un manque à gagner, et c'est pas très grave.
Mais le temps que ça me prendrait de tout journaliser pour éviter ces bêtises, tu vois, l'un dans l'autre, c'est des choix perso. Je préfère plus gaspiller de temps dans ces trucs-là, malgré le fait que je serais peut-être un peu plus performant avec. Ça, c'est sûr. Merci Phil, ça roule. Voilà. Et si je pouvais avoir ce putain d'algo automatisé, là, je peux te dire que je serais hyper performant. Voilà. Bon, bref, du coup, cet actif-là, puisqu'on continue l'analyse, vu que c'est un bon support, il est très intéressant, pédagogiquement parlant pour moi. Donc, mis à part les questions qu'on avait tout à l'heure sur la zone de breakout, ok, on a donc bien breakout, premier suivi de tendance, ok. On était tout à l'heure dans le cas où, en daily, on avançait gentiment, donc on a eu notre premier suivi de tendance ici, moyenne puis cassure de troisième borne qui offre les deux une stratégie en suivi. Il n'y a jamais eu de suivi de tendance derrière, puisque jamais de repli à la moyenne. On a ici un renversement de contexte, une troisième borne, donc le deuxième suivi de tendance est ici, et il n'a pas du tout atteint la moyenne. Donc c'est quand même costaud le bordel. Ok, ça va pour tout le monde là? Normalement, il n'y a pas de zone d'ombre. Hein. Si c'est le cas, vous le dites. Je vous rappelle que si c'est pas clair, c'est que la pédagogie était mauvaise. Moi, je pars du principe que si c'est clair pour moi, ça doit l'être pour vous, vu qu'a priori, on a quand même la même stratégie. Mais si c'est pas clair pour vous, le silence ne vous rend pas service. Oubliez jamais ça. N'ayez jamais peur de passer pour un con. Je suis très doué pour ça moi-même. Et vous voyez que j'y ai survécu. Donc, deuxième suivi de tendance égale, est-ce qu'on achète la moyenne ici? Nope. Ok, à ce moment-là, on commence un peu à prendre un peu de recul. Je vous rappelle, quand on a les deux suivis de tendance, qu'est-ce qui se produit normalement derrière? Ça diverge, ça ralentit. Donc ici, on a premier suivi de tendance, deuxième. Là, vous voyez qu'au lieu de ralentir, bah non. Donc il y a bien un problème là. D'accord? Dans la structure de ce marché, qu'est-ce que vous avez là? Ça ne correspond pas au modèle habituel. Ça devient excessif, nique sa mère. Mais là, c'est pas je trouve que ça monte fort ou je pense que c'est pas justifié. Non, là, vous avez des éléments rationnels de divergence par rapport au modèle habituel. Alors, pas de divergence technique, mais ça diverge avec votre modèle principal. Et pourtant, vous êtes sur le bon time frame et tout ça. Donc, vous êtes sur la tendance primaire et il y a des anomalies. Vous avez concrètement devant vous, rationnellement parlant, c'est pas du jugé au doigt mouillé, un excès. Ce marché-là, il est excessif. Point. Et vous vous arrêtez là, vous n'allez pas plus loin. Marché excessif égale pour trader cette merde, maintenant vous passez sur du niveau expérimenté égale vous ne tradez pas ça tout seul. Pour continuer de trader ce bordel, il vous faut un expérimenté. Ah non mais, oulala, attention la fessée Hachoum. Non je déconne, mais depuis quand est-ce que je t'ai appris à utiliser les volume profiles? Non, tu m'as vu les utiliser parce que c'est du contenu expérimenté que je distille pour les expérimenter. D'accord? La partie volume profile, je ne vous l'introduis qu'en fin de formation. Et avant, on a plein d'autres trucs à voir, et notamment la volatilité, etc. Avant de parler volume, il y en a pour un moment. Donc là, tu utilises un truc parce que tu m'as vu l'utiliser, tu as eu l'impression de comprendre sur le moment, mais tu n'as pas le contexte. Fais gaffe. Ça, c'est le meilleur moyen de dire « Ah, le hachoir à viande tourne. Et si je mettais mes doigts dedans pour voir ?» Je te jure que c'est ça. Faites gaffe. Ça, c'est... Soit tu vas faire « Ah oui, c'est vrai que ça hache bien la viande. » Soit c'est tes doigts qui vont passer dedans. Donc arrête. Ok? Utilise pas un truc tant que t'as pas tout le contexte avec. C'est le pire de trucs. C'est ce que j'appelle la curiosité malsaine. C'est... Je vous ai toujours dit, je suis obligé de distiller du contenu à différents niveaux de difficulté. J'ai vu ce problème-là les années passées, donc on a essayé de structurer un peu plus ce contenu, etc. Pour que justement, vous ne soyez pas tenté par cette envie d'utiliser des trucs qui ne sont pas faits pour vous, ou en tout cas que vous apprendrez plus tard. Je sais que c'est humain de vouloir avancer plus vite. Voilà, c'est juste humain. Ne fais pas ça. Concentre-toi sur ce que tu dois faire maintenant. Pas ce que tu aimerais pouvoir faire dès aujourd'hui, mais que tu apprendras à faire demain. Sois patient, je vous apprendrai tout, mais il y a une séquence, il y a un ordre dans lequel ces trucs-là doivent être appris. Faites-moi confiance là-dessus. Ça fait des années maintenant que je forme des gens, j'ai fait des bêtises, et j'apprends moi-même de mes bêtises pour structurer un peu mieux la pédagogie. Donc aujourd'hui, je suis quand même pas trop mauvais en pédagogie. Trust me, ok? Je suis pas là pour t'influencer, je suis là pour t'aider.
Et si je te mets les trucs dans un ordre précis, c'est parce que j'ai essayé avant sans structure et que ça marchait beaucoup moins bien. Donc, fais-moi confiance, la structure aujourd'hui, j'ai vu que c'était beaucoup plus efficient quant aux durées de formation et à la structure dans votre tête. Les trucs s'organisent beaucoup mieux si je vous les apprends vraiment dans un ordre précis. Avant, je vous bourrais juste la tronche en espérant que ça s'organise rationnellement au bout d'un moment. J'ai bien compris que ce n'était pas le cas. Donc maintenant, je structure tout dans un ordre précis. Donc, essaie pas de foutre en l'air cette mécanique. J'ai déjà essayé de tout vous mettre dans un ordre particulier, sans ordre particulier. Ça marche beaucoup moins bien que si je vous mets dans un ordre structuré. Donc, je structure. Donc, faites-moi honneur en écoutant ça. Ça marche ? J'ai beaucoup de choses à vous apprendre, mais dans un ordre précis, c'est mieux. Ok, donc ici, c'est un marché excessif, mais vous en avez, si vous avez une compétence jaune, des éléments rationnels. Autrement dit, au lieu de ralentir, ce marché accélère. Il explose littéralement les contextes. C'est une anomalie par rapport à vos structures de tendance. Regardez vos 50% de contexte, ce qu'ils font. Donc là, il y a un vrai problème de valorisation. Égal, ce qui explique ça, vous n'en avez pas les compétences aujourd'hui. Et je ne vous les donnerai pas. D'accord ? Effectivement, pour différencier les deux, on va utiliser le volume profile, mais je ne veux pas que tu aies cette habitude aujourd'hui. C'est une très mauvaise habitude qui te coûtera cher un jour. Donc, quand tu vois le hachoir à viande tourner, si ton job c'est de couper la viande, tu coupes la viande et tu ne mets pas la viande dans le hachoir. Ça marche ? C'est pas ton job. Sois patient, je t'apprendrai à le faire correctement. Mais avec toute la profondeur que tu auras à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire ? C'est une question de maîtrise. Ces outils-là sont plus dangereux dans le sens où ça paraît facile, mais ça ne l'est pas forcément. Mais si tu veux, si je t'ai appris d'autres trucs avant, toutes ces différentes nuances, etc., et maîtrise des gestions du risque, le jour où je te l'apprends, après t'avoir appris d'autres trucs avant, je sais que la capacité que tu auras à jamais mettre les doigts dans le hachoir, j'aurais aucun souci à mettre le tampon dessus. À ce moment-là, je te l'apprends. Aujourd'hui, si je te parlais du volume profile, je sais que tu n'as pas le contexte qui va autour, tu risques de l'utiliser à toutes les sauces n'importe comment. Autrement dit, il y a pas mal de chances que tu mettes que la viande dans le hachoir, mais je ne suis pas sûr que tu ne vas pas avoir les doigts qui passent avec. Parce que si tu prends un truc qui doit s'exécuter dans un contexte précis et que tu commences à faire mumuse avec parce que tu penses que tu as compris en me le foutant à toutes les sauces, égal, tu prends ma stratégie, tu la respectes pas, tu customises le bordel, bonne chance. Il y en a qui ont essayé. Ah, il y en a qui ont réussi. Ah, je te dis pas, hein. Je te dis pas que tu es sûr d'échouer. Je te dis juste que statistiquement parlant, tu ferais mieux de m'écouter. Okidoki. Donc, patience. Donc ici, on a un marché excessif. Ok, est-ce qu'on prend un autre exemple ? Quelle heure il est ? 44, oui, ce serait bien. Snap. Donc pour la structure de tendance, niveau jaune, vous devez être capable de voir le breakout, il est techniquement hyper propre. Premier et deuxième suivi de tendance après la confirmation, impeccable. Égal, maintenant, boy, c'est excessif, on demande l'avis d'un expérimenté et on arrête de trader ça tout seul. Alors, je reviens, pardon. À quel moment vous faites appel à un expérimenté ? Regardez, on va se mettre en replay. Comme ça, quitte à parler des bons réflexes. Donc, premier suivi de tendance, le deuxième qui arrive ici. Est-ce que là, déjà, on ne diverge pas de votre structure ? C'est-à-dire qu'avant de prendre le deuxième suivi de tendance ici, là, je pense qu'il faut quand même déjà que vous ayez consulté un expérimenté. D'accord ? La structure, là, elle est quand même vénère de la distance entre les deux suivis de tendance. Donc déjà là, à mon avis, il faudrait avoir consulté quelqu'un qui vous dira « Bon, pour l'instant, c'est pas encore trop grave, continue d'appliquer ton suivi de tendance, mais sois prudent. » Mais surtout, si jamais ça avance comme ça, là, après le deuxième suivi de tendance, voilà, pour moi, ici, c'est là qu'on aurait dû commencer à diverger. Donc là, vous devez être en train de penser récupération des profits, sauf que, oh boy, qu'est-ce qui se passe là ? C'est le foutoir là. Ça accélère encore. Là, vraiment, si vous n'avez pas fait appel à un expérimenté alors qu'on enquille les bougies haussières, là, on a tellement divergé de la structure principale que là, si vous êtes encore en train de trader tout seul en mode « Boy, je suis le meilleur trader du monde, je gagne tellement de thunes !» Là, il faut commencer à vous poser des questions. Ok ? Toujours pareil, ça sort de la séquence égale, il y a peut-être un truc que vous ne savez pas encore, donc faites appel à des gens qui sont plus avancés. Ça marche ?
Ah ben, peut-être, mais il faut que ce soit un trader expérimenté qui foute ses doigts dedans pour essayer d'expliquer ça. Il y a plein de causes différentes et ça va bien au-delà de juste foutre un volume profile. Le volume profile, c'est un des arguments qu'on va utiliser pour différencier deux types de structures, mais encore faut-il déjà avoir l'hypothèse de ces deux structures. C'est-à-dire que moi, avant de mettre un volume profile, il y a plein d'autres trucs que je vais faire. Notamment regarder le volume. Tu vois, c'est-à-dire qu'avant de mettre le volume profile, là, je vois très bien que le volume est en train de monter. Donc déjà là, j'ai des premières hypothèses qui ne me dirigent pas du tout vers un volume profile, mais plutôt vers une étude du compte de résultat. Tu vois ce que je veux dire ? C'est des notions que tu n'as pas du tout encore. Donc tu m'as vu déjà utiliser le volume profile, mais objectivement parlant, tu ne savais pas pourquoi. Et je ne l'utilise pas à toutes les sauces. Là, en l'occurrence, le volume profile, il ne me sert à rien. Je vais d'abord passer par une analyse du compte de résultat. Et tout ça, je vous l'apprendrai dans les formations expérimentées. Dans quel ordre on fait ? Il y a une séquence de choses à faire qui vous amène derrière vers une réponse probabiliste, puisqu'on ne sait jamais avec certitude. Mais ici, déjà, comme c'est mon job, je peux te dire que c'est très probablement lié au compte de résultat. Maintenant, il faudra aller le vérifier, rationnellement parlant, etc. Et mettre des hypothèses et les vérifier. Non pas pour être sûr d'avoir raison, mais réduire les chances de se planter. Ok ? Alors du coup, Snap. Quel time frame ? Est-ce que le mensuel, on le fait ? Mensuel, non, hein, donc pas assez d'historique, on est d'accord. Donc hebdo. Ok, hebdo, hein, une belle tendance. On en est où ? Ah non, ça m'étonnerait que ce soit multi-time frame, ça. Parce que ça réagit difficilement comme ça. Enfin, c'est possible. Mais pour l'instant, le mensuel, tu vas vite, là. Hein. Donc, pour l'instant, restons factuels. D'accord ? Wow, overlap de quoi ? Là, vous me faites peur. Alors, on fait Snapchat tous ensemble. Depuis le début. Vous me dites à quel moment vous n'êtes pas d'accord. Parce que moi, je vais vous faire mon analyse et vous me dites à quel moment vous avez une analyse différente. Ok ? C'est hyper important qu'on fasse tous le truc en même temps. Donc, c'est parti. Bon, donc, moi, analyse de tendance, ok. Je vous rappelle que je ne lis jamais les marchés de gauche à droite. C'est les débiles qui font ça. Donc, on lit toujours de droite à gauche et on regarde d'abord ce qui se passe maintenant pour réduire les hypothèses. Donc, moyenne sous les contextes qui montent. Tendance. Ok, d'accord, on va pas plus loin. Alerte de volatilité. Oh boy, ça commence à être moins cool. Donc là, déjà, j'ai un truc qui est assez vénère. Mais je regarde pas encore le prix. Je regarde juste comment se comportent mes dérivés de prix. D'accord, mes contextes, ma moyenne. Ça, je sais que c'est une tendance. D'accord ? Il n'y a pas de doute. Je regarde pas encore le prix. Ok. Donc, déjà, j'ai une appréciation de la valeur plus rapide que la valeur moyenne. Ça, normalement, c'est des tendances. Ok. Deuxième truc. Je regarde la structure de mes contextes. Regardez, bon, j'enlève même les prix. C'est encore mieux. Ok. Donc, ça, c'est tendance. Par contre, j'ai ça. Attention. Donc, j'essaie de lire le truc. Derrière, je regarde le comportement de mes 5 dernières boîtes de contexte. Elles sont toutes à la hausse. D'accord ? Donc, est-ce que j'ai un problème sur la structure de prix ? Non. Ok, maintenant, je regarde le prix. Il est où mon prix aujourd'hui ? Oh boy, il est passé sous mes contextes acheteurs. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Est-ce que vous avez déjà vu ce type de distribution ? Dans une tendance, normalement, on travaille dans la partie haute du canal, etc. Et quand on passe dans la partie basse, c'est quand on va faire un pullback. On est d'accord ? Comment ça, oui, non ? C'est oui ou c'est non ? Non, on a vu, l'UT+1, c'est le mensuel, il n'y a pas assez d'historique. Donc, pour l'instant, on travaille là où on a de l'historique, et là, il y a une structure de tendance, point barre. Mais il y a des anomalies de la distribution qui sont flagrantes, là. Mais on va écrire l'histoire dans un ordre précis. Pour obtenir la réponse, tu dois suivre un schéma. Le schéma, c'est quel est le type de distribution que j'ai entre ma moyenne et mes contextes. Ok ? Ensuite, quel est le comportement de mes contextes ? Est-ce qu'ils se font démonter dans tous les sens ou est-ce que là, ils montent doucement, tranquillou biloute ? Ok ? Après, où est mon prix et qu'est-ce qu'il fait dernièrement ? Là, il y a vraiment une anomalie sur le prix. Mais sur la valeur, non. La valeur, elle est en tendance haussière. Le prix, là, il nous dit juste « Wow, qu'est-ce que c'est que ça ?» Et bien là, on a l'explication de ce truc. Non, arrêtez de dresser des conclusions. Moi, à ce stade-là, je fais des hypothèses. Je réduis les chances de me tromper. Vous arrivez tout de suite avec vos 2 grands sabots pour dire « Ah, moi, j'ai la réponse. » Mais non, on produit une analyse.
Et c'est en écartant les improbabilités qu'on obtiendra les probabilités les plus grandes. Si ça se trouve, il y en aura plusieurs. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas une réponse, mais on en aura deux. Et on va gérer le risque entre ces deux-là. Ça marche? En tendance, vous n'aurez pas toujours une réponse claire. Mais là, est-ce qu'on peut trader ça comme un range? Non, on traite ça comme une tendance. Par contre, on a une grosse anomalie pour l'instant. Ok? Cette anomalie, elle est principalement d'ordre volatile. Donc ici, déjà, les alertes de volatilité égale, si tu t'es mangé un stop loss, tu pleures pas. Mais là, encore une fois, je ne vois pas vraiment à quel moment tu en auras pris un. Donc, on va attendre et on va revoir toute l'histoire. Mais là, déjà, on a, pour moi, l'histoire du marché. On est en tendance haussière, mais il y a un événement volatile ici. Un événement volatile, ça peut être plein de trucs. Donc là, en l'occurrence, est-ce que c'est de la volatilité pure? Est-ce qu'il y a eu des annonces de résultats, etc., etc. Moi, je vois que le volume n'est pas hors norme. Donc là, moi, je me dirais, mis à part de la volatilité court terme, je ne changerai pas ma direction pour l'instant sur Snapchat. Donc, ma tendance, puisque ici, j'ai écarté le range, j'ai juste une anomalie de volatilité ici. OK. J'ai pas de volume anormaux, donc je ne vais pas me poser plus de questions que ça. Si je veux, je me tape une petite analyse du compte de résultats pour savoir si d'un coup, c'est pas quand même une baisse des résultats. Mais même si on avait une baisse des résultats sur ce trimestre, il y a déjà eu installation d'une tendance. Donc, moi, je suis. Voilà, OK? Donc, ici, est-ce qu'on traite du range ou de la tendance? Pour moi, tendance. Donc, quelle est la maturité de la tendance? C'est la question que je me pose ici. J'ai des anomalies de prix, mais j'ai une structure de la valeur qui est tendancielle. Donc, soit ici, vous dites « Ah non, j'ai trop peur, je préfère trader un autre actif qui n'a pas d'alerte de volatilité. » Est-ce que je vous sanctionnerai si vous faites ça et que vous arrêtez l'analyse ici? Il y a des anomalies de prix, il y a des alertes de volatilité, bref, ici vous pouvez déjà apporter une conclusion. J'avais un marché en tendance et j'ai une anomalie. Est-ce que j'ai envie d'aller plus loin? Si la réponse est non, pour moi vous faites un super bon taf. Je vous ai bien formé et je n'ai pas besoin que vous fassiez plus que ça. Vous allez ailleurs et ça me va très bien. Maintenant, pour l'exercice, on va continuer l'analyse pour aller jusqu'au bout. Ça marche? Donc là, il y a clairement une anomalie de prix, donc on fait attention à sa prise de risque, mais si on considère que la valeur reste en tendance haussière et qu'on veut donc la trader, si on veut aller plus loin, maintenant, il me faut répondre à la question, on en est où de cette tendance? Donc on procède par élimination. Mais comme d'hab, on regarde toujours les 4 mêmes éléments. Est-ce qu'il y a un range qui a précédé? Comment se comporte le contexte? Comment se comporte la moyenne? Comment se comportent les deux, surtout? Et trend sine wave. Donc avec mon prisme de lecture, j'y vais dans l'ordre. Si j'ai une tendance, je dois avoir un range qui précède. Mature. OK, range mature, pas de souci. Derrière, je dois voir le breakout. Qu'est-ce qui me permet de valider le breakout? Cassure des contextes, des cassures de cycle, et ça doit casser trend sine wave. Et la moyenne doit s'orienter à l'achat, puis s'installer sous les contextes. Bon, est-ce qu'il y a eu un breakout? Voilà, là, il n'y a pas le moindre doute. Enfin, celui qui arrive et qui me dit que ça, c'est pas un breakout, je ne comprends pas. Donc ça, c'est le point de bascule entre mon range et ma tendance. On casse bien ma troisième borne ici. OK, tout va bien. Il n'y a pas de doute, quoi. Donc là, il y a bien un breakout haussier. Donc, dans la séquence de tendance, qu'est-ce qu'il y a après le breakout? Non. Arrêtez avec les cooled B et tout ça. La réponse, elle est simple ici. Mais si vous ne suivez pas le process, ça ne marche pas. Super. L'erreur à ne pas commettre, c'était suivi de tendance. Après le breakout, on valide et on confirme. Donc, est-ce qu'on a eu une accumulation ici? Oui, voilà, accumulation là. Donc, est-ce qu'on a validé? Oui, c'était à peu près par là. Et la confirmation, c'était un petit peu plus haut, on va dire par là. Donc, est-ce qu'on est validé, confirmé? Oui. Donc, est-ce qu'on applique le suivi de tendance? Oui. Ok, donc à partir de là et à partir de ce moment-là précisément, en temps réel, on a un breakout validé, confirmé, égal, si là vous arrivez à vous convaincre que c'est baissier, bordel. Ok, donc ici qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va UT-2 et on fait le même schéma. Si on renverse les contextes, qu'on vient fabriquer une troisième borne, à partir du moment où elle est validée, on la dégomme, et ainsi de suite. Ok? Donc là, on attend gentiment que ça se neutralise. Hop, 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 hop. OK?
Donc là, premier suivi de tendance, si vous le souhaitez, c'est possible ici de jouer de cette invalidation. Par contre, qu'est-ce qu'on fait absolument avant de trader ça? Ça, c'est une des erreurs qu'il y en a un qui a commis il y a 2 jours, donc je préfère revenir là-dessus. Non. Ah ah! Il y a un élément que vous oubliez. Je vous mets le précis. Merde. Un élément important. Non. Ah! Réfléchissez bien. Ça, c'est une erreur que certains d'entre vous commettent. Et là, je vois que vous tomberiez tous dedans. Donc, on va la faire correctement. Tendance. Tendance primaire. Suivi de tendance. Les squeezes sur les prix. D'accord? Donc là, vous faites très très attention sur ce genre de truc. Parce que là, le principal problème, moi qui m'inquiète sur cette structure, c'est que là, si je vais sur le T supérieur, je parie que le canal a été squeezé. Vous voyez? Donc là, faites attention, ça manque un peu de volate sur ce type de truc-là. Ça veut dire que si vous commencez à faire mumuse, à me coller la cassure de 3e borne ici, avec des tout petits stop-loss, ça va pas le faire. Ça veut dire que si vous le faites ici, je veux des stop-loss larges. D'accord? Je vous interdis pas de faire, mais attention toujours. Là, vous devriez le capter que ce premier suivi de tendance ici, il n'y a pas beaucoup de volate. Et en plus, vous aviez des alertes de volatilité. Donc là, celui qui paye la cassure de la 3e borne en me foutant un stop sous le range, oh boy. Votre métier, d'accord, c'est de récolter les informations de gestion du risque et de pondérer votre curseur. Donc là, si vous ignorez ces alertes-là, ça va mal se terminer pour vous. Ok, il y a une 3e borne. Ok, je vous en veux pas si vous tradez là. Mais alors, celui qui me met 2% de risque avec un stop loss là, oi, oi, oi. Il va falloir revoir la gestion du risque. Hein. Et si vous décidez que c'est trop risqué et que vous le prenez pas, je vous en veux pas non plus. Moi, je veux que vous mesuriez vos putains de risques. Parce que c'est ça l'habitude que je veux que vous ayez. Je veux plus de réponses noires et blanches en mode ah ben là on a cassé ci ça donc je fais ça, d'accord? Dès qu'on rentre dans la tendance, on rentre dans la gestion du risque. Les tendances sont toutes différentes, elles ont des forces relatives différentes, mais je vous apporte normalement toujours les informations qui vous permettent de mesurer correctement le risque de vos trades. Ok? Quand il y a un truc anormal, ça doit se voir sous une forme ou sous une autre. C'est pour ça que mes putains d'indicateurs sont extrêmement complexes. Ok? Mais ça, vous ne devez pas l'ignorer, c'est pas possible. Il y a une alerte de volatilité, donc ça veut dire que ça manque de volate. Là, en l'occurrence, vous le voyez bien que l'alerte de volatilité, c'est pas pour dire attention, ça fusille dans tous les sens, c'est pour dire attention, il n'y a pas assez de volate. C'est squeezé sur l'UT supérieur. D'accord? Donc là, il y a un risque. Ça ne veut pas dire que vous la prenez pas la 3e, mais ça veut dire, franchement, si vous la prenez, vous me mettez un stop loss là-bas, quoi. Ok? Stop large. Cherchez pas à gagner le plus d'argent le plus vite possible. Cherchez à comprendre que la variabilité des structures est infinie et que vous devez être capable de vous y adapter en modulant vos gestions du risque. C'est là que se cache le rendement des professionnels. Ils ne sont pas on et off, les professionnels. Ils ont tout un tas d'expositions au marché qui sont relatives au risque des différents marchés. Et si vous comprenez ça, putain, vous comprendrez beaucoup de choses. Au lieu de réfléchir noir-blanc, j'achète, je vends, vous réfléchissez, où j'en suis, qu'est-ce que je sais faire, vous appliquez des schémas, et surtout, vous n'avez pas de gestion du risque noir et blanche. Vous modulez ce que vous faites en fonction des conditions de marché. Putain, si vous faites ça, je vous jure que vous êtes meilleur que pratiquement tous les gogoles que je vois circuler sur les réseaux, qui ont des modèles binaires, qui disent quand il se passe ça, ça et ça, j'achète, je mets un stop loss là et je fais ça. Bon, ok, c'est bien, et à quel moment tu modules tes positions ? Jamais? Ah bah non, donc tu fais toujours la même chose. Ok, donc tu as une stratégie facile, je connais tout de suite ton rendement, tu feras jamais plus de 40% par an. Parce que tu es incapable de moduler tes risques. Bon, après, il y a les cas de figure particuliers. Hein. Si tu breaks sur les cryptos, tu feras plus de 40% par an. On est d'accord. Mais en moyenne, sur tes années, tu feras jamais plus de 40% avec ce type de stratégie, qui sont ni plus ni moins que d'appliquer des patterns figés dans un marché qui évolue. Vous captez la nuance? Si vous voulez passer au-delà de 40% de rendement sur des marchés en tendance, il faut moduler vos risques. C'est là qu'elle se cache, la probabilité de gagner plus. Mais ça s'apprend de moduler ces risques. Et ça ne doit pas être fait avec le doigt mouillé, où je le sens que cette fois c'est plus haussier ou plus baissier. Vous récoltez des infos
et vous modulez. Faites ça et je vous jure que vous êtes autonome et que vous n'avez pas besoin de moi pour regarder un graphique. Tout est donné. Il suffit juste de le récupérer. Exactement. Plus vous pratiquez et plus vous apprenez à moduler vos risques, plus ça deviendra instinctif. Et c'est là que vous vous rendrez compte que je me suis cassé le cul à créer des outils extrêmement complexes, sauf que cette fois, au lieu d'être submergé par les infos, vous comprenez à quoi elles servaient à la base. Ces outils, je les ai faits pour moi, les gars, avant de les faire pour vous. Donc autant te dire que il y en a sous le capot. Ça marche ? Donc c'est normal que vous soyez submergé par les infos au début, mais après, quand vous savez les utiliser, elles vous permettent de mesurer très précisément et de pondérer vos risques. Encore faut-il connaître vos patterns, les appliquer dans les bons contextes et récolter les infos de gestion du risque qui vous permettent de moduler tout ce bordel. Ça marche ? Donc là, premier suivi de tendance pour ceux qui sont vraiment chauds de la bite, mais alors ceux qui s'y risquent ont plutôt intérêt à mettre un stop large. Ok. On continue du coup. Pardon, pourquoi ça veut pas ? Ah, ok. Là, hop. Là, on en avait bien, on est d'accord. Le repli sur la moyenne, ça va ? Donc tu vois, celui qu'il avait pris ici, s'il a mis un stop loss là, oh boy, il se sera juste fait stopper ici. Bon, évidemment, je dis, pas trop de problème. Bon, là, sinon, on a une très belle troisième borne. Ok. Et celle-là, pour l'instant, elle n'est pas cassée. Et on a eu un achat de moyenne par là. Plutôt pas mal. Donc moi, c'est plutôt là que je placerai mon premier suivi de tendance. Ok. Donc, premier suivi de tendance, achat de la moyenne. Le stop loss, il est sous le contexte du T supérieur. Et comme on a un support ici, je mettrai mon stop juste en dessous. Ça marche ? Ici, 1-2% de risque, c'est comme vous le sentez, mais là, cet achat-là, je le trouve beaucoup moins risqué que le positionnement en cassure du trade précédent. Ça, vous le voyez ou pas ? C'est pas subjectif, c'est juste de dire, celui-là, je ne suis pas contre, mais il était très risqué. Donc celui-là, de toute façon, il fallait lui mettre son stop loss au moins là. Donc vous vous rendez compte que le même trade, là et là, c'est le même prix. On est d'accord. Mais sans avoir compris quoi que ce soit, juste en ayant appliqué des règles, qu'est-ce que vous avez fait sans vous en être rendu compte ? Que vous rentriez là ou là, vous payez le même prix. Mais ce n'est pas du tout le même risque. Celui-là est un trade beaucoup moins risqué. Et qu'est-ce qui se passe ? Sans même avoir fait exprès, vous avez un trade qui est effectivement moins risqué. Vous avez de meilleures informations techniques, donc ici votre stop loss il est plus petit. Il y a beaucoup moins de risques sur ce trade. Et pourtant, si vous suivez juste des règles, vous aurez modulé vos tailles de position correctement pour exposer à risques différents une part de votre capital qui est différente. Ok ? C'est-à-dire qu'ici, si vous choisissez de mettre 1% de risque sur ce trade et 1% de risque sur ce trade, comme leur risque inhérent n'est pas le même, ici vous aurez une taille de position supérieure que là. Autrement dit, dans ce cas de figure-là, la patience vous aura permis d'avoir un meilleur trade. Pourtant, vous avez risqué la même partie de votre capital. Bon, là, je vous ai peut-être perdu, mais est-ce que ça vous paraît encore logique ou pas du tout ? Ça fait 1 heure qu'on est en cours, normalement, à ce niveau-là, ça va commencer à chauffer un peu. Mais si ça, vous le comprenez, d'accord ? Il n'y a pas de réponse noire et blanche. C'est vraiment à partir du moment où vous comprenez que la nuance de gris, c'est ça la gestion du risque, mais qu'il ne faut pas que ces nuances, vous les construisiez avec le doigt mouillé, vous prenez le temps d'apprendre, de pratiquer, de créer vos propres nuances, de voir comment réagissent les différents marchés dans des contextes similaires, et vous verrez que cette variabilité des marchés, elle est infinie. Ce n'est pas parce que vous avez des structures que le marché réagit de la même façon dedans. Et c'est ça la gestion du risque, les cocos. C'est, je connais mes structures, je sais qu'elles sont là. Les structures, on ne les questionne pas. Les structures, c'est des règles qui vous amènent dans un contexte. Une fois que ce contexte est là, regardez comment ça réagit. Et vous modulez. Et là, bonjour les gars, vous êtes des traders. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Oui, on va démarrer pour les débutants. Par contre, avant d'avoir vu suffisamment de ces nuances et de le faire naturellement, de récolter ces infos et de pondérer vos prises de risque, etc., tout en ayant appris ces contextes et en sachant les pratiquer sans faire d'erreur, ça prend 1 à 2 ans. Et je préfère être honnête avec vous depuis le début. Ce temps-là, si vous n'êtes pas prêt à le prendre, c'est un peu comme jouer au loto. La plupart des gens perdent s'ils essayent de tricher. Ça ne veut pas dire que vous êtes
pas capable d'y arriver plus vite. Ça veut juste dire qu'il vaut mieux pas parier sur le fait que vous y arriverez plus vite. Ok? Pas tous les jours. Non, 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 non. 1 an à 2 ans, en mode cours du soir, le minimum syndical, c'est de pratiquer 2 fois par semaine, au moins 1 heure. C'est de dire, la durée de ton apprentissage va être sérieusement rallongée si tu pratiques pas 2 fois par semaine au minimum. Mais ça ne veut pas dire que si tu fais 3 heures ou 8 heures tous les jours, tu iras plus vite pour autant. Tu pourras aller un peu plus vite, mais il y a une durée incompressible qui est liée à... C'est dans les cours. La psychologie, ton cerveau, que tu le veuilles ou non, c'est pas en le forçant qu'il ira plus vite. Pire, c'est en le forçant que tu vas le traumatiser. Donc, la psycho, tu peux pas agir dessus. C'est de la neuroplasticité, ça prend du temps, et si tu veux aller plus vite, eh ben tu cours contre toi-même. Capiche? Tout ça, c'est dans les cours. Je n'invente rien. Vous voulez aller plus vite, voilà ce qui va vous arriver. Vous allez choquer la psychologie et elle va vous le rendre sous une forme ou sous une autre. Et probablement, plutôt sous forme de perte. Si vous avez de la chatte, ça marchera bien. Mais statistiquement parlant, la plupart des gens que je forme, s'ils veulent aller plus vite, ils se prennent des tartes dans la gueule. Et une fois que tu as pris une tarte, le problème, c'est que tu es choqué psychologiquement, donc il va falloir ralentir. Autrement dit, je ne peux pas toujours tout vous expliquer, mais comprenez que celui qui veut avancer plus vite, s'il mange une tarte, au final, il avancera moins vite que s'il n'avait pas couru. Donc, évitez de courir. Je ne vous empêche pas d'essayer d'avancer un peu plus vite. Mais entre faire un sprint et y aller en course de fond, désolé, mais au final, ceux qui vont plus loin et plus vite sont ceux qui commencent par la course de fond plutôt que le sprint. Donc, évitez de sprinter. Allez, du coup, on s'arrête là pour les suiveurs de tendance et on va démarrer avec le reste. Donc, une seconde, le temps que je coupe.